Donc, bienvenue officiellement à notre troisième cours d'INF 5111. Aujourd'hui, on commence notre deuxième track qui existe dans le cours. Donc, on avait jasé durant la première semaine un peu de comment ça allait se passer. Puis, on disait qu'on voulait travailler dans le domaine de la science des données, puis que pour être capable d'attaquer cette problématique-là, on allait suivre en fait deux étapes, deux chemins, deux tracks de connaissances en parallèle à travers la session. La semaine passée, on a commencé notre première track avec le principe d'introduction à de la programmation en Python, donc qui nous permettait de faire des programmes, qui nous permettait d'avoir des instructions qui étaient exécutées, qui étaient capables de faire différents calculs. Donc là, on commence notre deuxième track qui va nous permettre de travailler avec des bases de données. Donc, on avait établi c'était quoi un peu le principe ou les termes initiaux de base de données durant notre premier cours, mais là, on va aller voir techniquement comment est-ce qu'on réussit à faire ça. Donc, c'est quoi les actions qu'on peut prendre pour avoir des résultats puis commencer à aller chercher ces données-là pour être capable de, ultimement, revenir, mélanger les deux ensemble, puis être capable d'avoir des programmes qui sont capables d'aller chercher des données, de faire des calculs, puis de me donner des résultats intéressants. Hein? Donc, encore une fois, le but de notre cours, le but de la science des données, c'est d'être capable de prendre des données d'une business qui sont habituellement dans des bases de données et d'être capable de faire de l'analyse, d'être capable de se ressortir des nouvelles connaissances, des nouvelles réponses à des questions d'une manière informatique. Donc, aujourd'hui, on met de côté complètement le Python. Okay? Donc, on ne va pas ouvrir Google Colab, on n'ira pas regarder du Python. On va aller regarder en fait un autre langage complètement qui va être le langage qu'on va utiliser avec les bases de données, qui va être le langage SQL. Puis, on va aller regarder c'est quoi aussi les principes fondamentaux qui nous permettent de sauvegarder des données. Donc, premièrement, quand on travaille avec des bases de données, donc on avait déterminé là, durant la première semaine que le terme base de données était un terme très générique, très large, qui me permettait de parler autant des post-it sur mon frigidaire que des fichiers d'Excel, que des bases de données SQL qui travaillent chez Facebook et ainsi de suite. Ici, on va dire que quand nous, on parle de bases de données dans ce cours-ci, on va parler de système de gestion de bases de données. Donc, un système de gestion de bases de données, un SGBD, ou... Oui? Hugo, vous n'êtes pas en train d'enregistrer le cours? Oui, en fait, c'est pas sur Ah, Zoom que j'enregistre, c'est sur ouais, ma d'accord. propre infrastructure, fait que moi, mon Python Record, ça fait 3 minutes 17 que ça roule. Tout est sous contrôle. Mais de me le rappeler à chaque semaine, c'est pas une problématique parce qu'au moins une fois par session, habituellement, j'oublie. Fait que je le prends en toute connaissance d'être humain faillible. Merci pour le rappel. Donc, on disait qu'on parlait de SGBD, de système de gestion de base de données. En anglais, on appelle ça des DBMS, Database Management System. Donc, ce principe-là, c'est que c'est une application, un logiciel qui va exécuter puis qui va faire quoi? Et ça va faire la gestion d'une base de données. Donc, ce principe de système de gestion-là, c'est un logiciel qui va rouler en arrière-plan. Donc, ce n'est pas un logiciel qui va avoir une interface utilisateur, une fenêtre, tu sais, que tu peux cliquer avec ta souris, là. Le principe, c'est que c'est une application habituellement qui va être connectée à travers un réseau qui va pouvoir répondre à des requêtes. Fait que ce système de gestion de base de données, particulièrement dans notre cas, on avait parlé qu'on allait regarder différentes familles de bases de données. Puis la première famille qu'on allait regarder, qui est la plus populaire, la plus présente, la plus dominante sur le marché, c'est les bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles qui utilisent le langage SQL. Le principe ici, c'est que ça va être des SGBD-R, hein, donc des systèmes de gestion de bases de données relationnelles
ou en anglais des RDBMS, des Relational Database Management System. C'est ça qu'on va utiliser durant la première partie du cours, puis même pendant un petit peu durant la deuxième partie. Donc, ces systèmes de gestion de base de données-là, c'est des logiciels qui roulent en arrière-plan, puis ça nous permet d'avoir des capacités spéciales par rapport à, mettons, utiliser un fichier Excel. Donc, on en avait parlé un petit peu durant la première semaine, mais particulièrement avec les bases de données relationnelles, ça nous apporte certaines caractéristiques spéciales là, qui vont être très présentes, puis dont il faut être un peu à l'affût au fur et à mesure qu'on avance dans notre apprentissage. Fait que bon, les données, le deuxième, c'est celui-là qui est comme déjà un peu la prémisse de base de données, là. Donc, les données sont persistantes. On va voir qu'en fait, derrière, il y a des systèmes qui nous garantissent cette persistance-là, puis qui va nous garantir aussi l'intégrité. Il y a des affaires contre la gestion de fautes, des choses comme ça. Donc, les données sont là, puis sont vraiment très, très, très protégées. La deuxième chose qui est importante quand on travaille avec des bases de données, puis encore une fois, maintenant, je vais dire base de données pour synonyme de système de gestion de base de données relationnelles, parce que sinon, je manquerais de 3 heures pour faire le cours. Donc, quand on travaille avec des bases de données, on va travailler avec des données qui sont structurées. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, structuré? Ça veut dire que tu ne peux pas écrire n'importe quoi, n'importe où. Hein? Donc, un exemple de système de données qui n'est pas structuré, c'est Excel. C'est semi-structuré, hein? Tu as des cellules, okay? Tu as des lignes, tu as des colonnes. Mais si je fais mon budget, OK, puis là, je dis que j'ai tel mois, tel mois, tel mois, puis là, après ça, je dis que j'ai telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Si je commence à écrire dans une cellule, allô maman, comment ça va, à place de combien j'ai dépensé pour mes sorties au cinéma durant ce mois-là, il n'y a pas personne qui va m'arrêter. Hein? Donc, la structure n'est pas garantie dans un fichier Excel. C'est une des grandes lacunes que Excel a derrière. Donc, ces données-là sont structurées. On ne pourra pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Et la deuxième chose, c'est que cette structure-là va être définie dans ce qu'on appelle un schéma. Donc, le schéma, c'est en fait une description d'une structure. Donc, on va voir qu'on va parler de table, ça va être un peu comme dans Excel, là, des lignes, des colonnes, là. Mais on va pouvoir dire, ben, tel paquet de colonnes ensemble, ça fait une table, elle a un nom, elle a un certain nombre de colonnes, chacune des colonnes a telle information. Donc, c'est cette définition, cette description-là de la structure, ça a un nom spécifique en informatique, ça s'appelle le schéma d'une base de données. Donc, quand on va parler du schéma d'une base de données, on va parler de comment les tables sont faites, c'est quoi les colonnes, c'est quoi les types qui sont derrière ces éléments-là. La dernière chose qui existe et qui est importante à comprendre quand on travaille avec une base de données, encore une fois, synonyme de système de gestion de base de données relationnelle, c'est le principe d'une architecture client-serveur. Donc, le fait que notre application est un logiciel qui n'a pas d'environnement tangible, de GUI, d'interface utilisateur, fait en sorte qu'il va falloir communiquer avec, va falloir interagir avec d'une autre manière. Fait que on va se faire des petits dessins, puis on va parler de l'architecture client-serveur. Donc, habituellement, quand on travaille avec une SGBD, la SGBD existe sur un serveur. OK? Ici, ça, c'est le symbole d'une base de données. C'est supposé être des cylindres qui sont empilés un par-dessus l'autre. Vous voyez pourquoi je ne suis pas enseignant d'art plastique ou d'art en général. Donc ça, c'est notre base de données qui, habituellement, s'exécute à l'intérieur d'un serveur quelconque. Donc, souvent, cet élément-là existe sur un ordinateur qui est quelque part dans un fond d'un placard, qui n'a même pas d'écran, avec lequel on peut se connecter par le réseau, par l'Internet. Donc, on peut se connecter à cet ordinateur-là à travers notre ami l'Internet ou la réseautique un
un réseau quelconque. Des fois, ça peut être juste à l'intérieur d'une entreprise, il y a plein de possibilités. Puis, une fois qu'on est de l'autre bord de ça, il va falloir avoir un autre utilitaire, un autre logiciel, une autre application qui va pouvoir être sur notre ordinateur, puis qu'elle, elle va pouvoir avoir une affaire avec une souris qui clique dessus. Là. Encore une fois ici, ça, c'est un ordinateur, là, puis ça, c'est une souris dans un écran. C'est très clair. Donc, on a le principe d'un client. Hein? Donc, le principe d'un client, c'est une personne qui va être capable d'utiliser, une personne qui va être capable de se connecter, une personne qui va être capable d'interagir avec le serveur. Puis là, le principe, c'est qu'on peut avoir différents clients de différents types, différentes possibilités, puis chacun de ceux-là est capable de se connecter en même temps au serveur. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être capable de faire ça? Ben, on va être capable d'envoyer des requêtes, puis des requêtes, on va recevoir, donc on a des requêtes, puis on va recevoir des réponses. Donc là, je n'irai pas dans les détails de comment ça fonctionne en dessous les requêtes, blablabla, là, mais le principe, c'est que ça peut... c'est un standard qui est déjà établi, puis que le serveur et le client savent c'est quoi ce standard-là. Donc, on va être capable d'envoyer une requête qui va ressembler à une instruction. Hein? Fait que quand on parle d'instruction, on se souvient la semaine passée, c'est des commandes qui sont définies dans une syntaxe qui me permet de faire des choses précises. Ça va être un peu le même principe avec les bases de données. C'est juste que j'envoie une instruction, puis l'instruction va me retourner une réponse quelconque. Donc, soit que j'ai réussi, soit que ça me donne des résultats, soit que ça me fait quelque chose dans la base de données. Donc, cet élément-là permet d'avoir une seule base de données qui va être capable d'avoir plusieurs connexions, faire plein de choses en même temps, puis d'avoir comme une espèce de source centrale de vérité sur les données. Parce que le but, c'est qu'à l'intérieur de cette base de données-là, on ait un paquet de données, un paquet d'informations, un paquet de valeurs qui sont sauvegardées que je vais pouvoir aller rapatrier dans le besoin. Fait qu'on n'ira pas regarder tout de suite comment fonctionne le client avant de se poser cette question-là, puis avant de voir comment est-ce que ça fonctionne. On va aller regarder dans la base de données, ça ressemble à quoi? Donc, la structure interne, c'est quoi les termes? C'est quoi l'arborescence? C'est quoi la manière de gérer les informations à l'intérieur de la base de données? Donc, si on revient ici, on s'en va voir c'est quoi les différents éléments de base les éléments de base d'une base de données. On va dire les éléments essentiels, les concepts essentiels. Ça roule mieux. Fait qu'on va continuer à faire des dessins parce que c'est plus facile à présenter de cette manière-là. Donc, l'élément fondamental qui existe à l'intérieur d'une base de données relationnelle, c'est le principe d'une relation ou plus communément appelée une table. Donc, le principe que c'est une relation, c'est le terme, quand ça a été développé là, dans les années 70, on ne savait pas comment nommer les choses dans ce temps-là. Donc, on a une table qui va être nommée. Donc, on va dire, mettons, j'ai une liste de clients que je veux sauvegarder. Puis, cette table-là va avoir une description de différents attributs ou différentes colonnes. C'est synonyme. Fait que, mettons, ici, on va avoir un ID de client, on va avoir le nom du client, on va avoir le prénom du client, on va avoir son contact. OK? Fait que, on a cette première partie-là. Hop là. Hop là. Qui existe dans la base de données. Une fois qu'on a ce principe-là, on va avoir des données à l'intérieur de la base de données qui vont être regroupées ensemble. Fait que, mettons, ici, on a on a
Pas capable d'écrire, de savoir qu'est-ce que je vais écrire. Comment? OK? Puis le principe, c'est qu'il peut en avoir d'autres. Des données à l'intérieur. Donc, le principe, c'est que quand on travaille avec cette table-là, hein, donc on a le principe, ça au complet, c'est notre table. On va avoir comme deux parties. Une partie qui va être la description des différentes informations. Hein, donc, à l'intérieur de cette description-là, c'est ça qu'on va représenter comme étant le schéma. Donc, quand on parle du schéma, c'est ce qu'on représente comme étant des métadonnées. Hein, donc, ce n'est pas des données que moi, je veux vraiment sauvegarder. Hein, parce que les données que je veux sauvegarder, je les ai spécifiées en bleu, c'était très clair. C'est très clair. Le principe que j'ai des colonnes avec des noms, hein, ce n'est pas des choses qui sont pertinentes à ma problématique, mais je ne peux pas les enlever non plus. Hein. Fait que c'est des métadonnées. C'est des données qui sont rattachées après mes vraies données. Le principe aussi avec les différentes colonnes, il va avoir un nom de colonne, puis il va aussi avoir un type qui va être attaché. Donc, on est maintenant très conscient de c'est quoi des types de données en informatique. On en avait jasé la première semaine. À chaque fois qu'on veut sauvegarder une information dans un l'ordinateur, il faut qu'il savent c'est quoi la forme possible. Il faut qu'ils soient capables de stocker ça de manière physique dans l'ordinateur. Donc, quand on veut stocker une information, il faut savoir d'avance c'est quoi les valeurs possibles. Donc, on peut avoir ici des affaires comme des entiers, du texte, OK, du texte, puis ici, on peut dire que c'est du texte aussi, parce que ça se peut, mettons, qu'il y ait des parenthèses ou des choses comme ça. Donc, on a le principe de base de données qui travaille avec une table. On a la première partie qui est le schéma, puis on a une deuxième partie qui vont être les données elles-mêmes. OK, donc il n'y a pas de problématique avec ça. On est capable de représenter chacune des colonnes. Qui vont nous permettre de travailler avec le nom, travailler avec le différent type. Pardon. Puis, on va aussi représenter chacune des informations qui est connexe comme étant une ligne, ou des fois on appelle ça des enregistrements ou des tuples. OK, c'est tous des synonymes. Donc, le principe, c'est on a à l'intérieur de la base de données, OK, le principe d'une table qui va avoir à l'intérieur différentes colonnes. Chacune des colonnes a un nom, un type. À partir de là, ça crée le schéma de la table. Le schéma, en fait, il doit être fait comme d'avance. Hein? Puis une fois que le schéma est fait, là, je peux rajouter des informations en ajoutant des lignes d'informations à l'intérieur de la dite table. Fait que quand je dis que c'est structuré, c'est que je n'ai pas le droit de diverger de cette manière-là de stocker des informations. Une intervention d'Adèle. Hugo, Ouais, monsieur. Je vais venir avec Sam après, Adèle en premier. Il y a la clé primaire qui est importante aussi. C'est pour C'est ça que parce c'est que- la prochaine chose qu'on va parler dans Ah, le ok, diapo. ok. D'accord. Désolé. Pas de problème. J'ai une autre intervention de Samar.
Oui, ce qui fait le schéma, c'est lui l'entité, c'est ça? Exactement. OK. Donc, ça va dépendre de à quel niveau de la conception tu es en train de parler, c'est quoi le nom que tu utilises pour cette affaire-là. Là. Donc, dépendamment de... Entité, quand on parle d'un schéma relationnel, Ouais, c'est UML, ça, on parle de là. classe. Exactement, là. Fait que, puis quand tu es rendu à ce qu'on appelle le schéma physique, qui est le SQL ou la base de données elle-même, ça devient une relation. Fait que ça passe de classe à entité à relation. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir 3 fois la même chose avec 3 noms différents. On aime ça, l'informatique. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, justement, là, viens de faire une représentation physique avec les données à l'intérieur. Souvent, c'est pas cette représentation-là qu'on va avoir. Souvent, justement, on va l'avoir en représentation comme étant une entité. Puis, habituellement, quand on a cette représentation-là, ce qu'on va avoir, c'est seulement le nom de la table, puis le nom des différentes colonnes. OK? Puis les données, on ne sait pas encore, ça va être comme, ben, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc, quand on veut juste représenter le schéma, hein, parce que quand on veut juste représenter cette partie-là, on s'en fout des données, on ne sait pas c'est quoi. Donc, la représentation, la manière de l'écrire va être un petit peu différente. Habituellement, ce qui va se passer, c'est que ça va être le nom, puis après ça, les différents noms de colonnes. OK? Donc, ça, c'est la représentation du schéma seulement. Donc, souvent, quand on va vouloir juste te démontrer à quoi ressemble une base de données, on va seulement te donner le schéma de la base de données. Si, admettons, on regarde rapidement dans notre atelier de cette semaine, là, on te donne le schéma. OK? Il va y avoir des liens, puis des flèches, puis des étoiles. Là. On va voir pourquoi ça fait ça tantôt. Là. Mais le principe, c'est qu'on a les tables, puis on a les différentes colonnes. On ne dit pas c'est quoi les données, parce que ben, il y en a peut-être 10 000, 100 000 valeurs, fait que c'est pas le temps de commencer à écrire ça. On a un deuxième... Fait que ça ici, c'est juste les données elles-mêmes, comment est-ce qu'ils sont structurées à l'intérieur de la base de données. On a un deuxième élément fondamental qui est le principe d'identité quand on travaille avec des bases de données relationnelles. Donc, le principe d'identité, ça vient avec... là, j'ai dit quelque chose, puis j'ai montré quelque chose, mais je n'ai pas montré pour de vrai la chose. J'ai dit que si on s'en va dans l'atelier de cette semaine et qu'on s'en va à la fin de l'atelier, on a un diagramme. Fait que moi, je l'ai montré sur mon écran, mais je n'avais pas montré à vous. Fait qu'on a les différentes tables dans des belle petite boîte, on a les différentes colonnes, on n'a pas les données qui viennent avec. On revient à notre dessin. Donc, on a le principe d'identité. Pour que la base de données fonctionne, une base de données rationnelle, on a un concept fondamental qui existe, qui est pour chacune des lignes, pour chacune des enregistrements, pour chacun des tuples, donc pour chacune de ces affaires-là ici, j'ai besoin d'avoir une donnée ou une manière d'identifier de manière unique chacune des lignes à l'intérieur de la table. La raison derrière est purement technique. Donc, la base de données relationnelle a besoin de ça pour être capable de sauvegarder les informations d'une manière qui est efficace, a besoin de ça pour être capable de faire des recherches de manière efficace, a besoin de ça pour être capable de trier les informations de manière efficace. Donc, on a un principe qu'on a besoin d'avoir une identité unique sur chacune des lignes à l'intérieur d'une même table. Fait que quand on a ce principe-là, il va falloir être capable de dire à la table, « Hey, voici l'information que tu peux utiliser qui va être l'information
qui est considérée comme étant identifiante pour chacune des lignes. Donc, quand on parle du principe d'identité en base de données, on va parler de clé. Donc, quand on parle d'une clé, c'est une information identifiante. Donc, quand on a ces informations identifiantes-là, puis qu'on veut la spécifier à l'intérieur de notre table, on va avoir le terme clé primaire qui va être utilisé pour dire voici la colonne ou l'information que j'identifie comme étant l'information qui permet de trouver l'identité. Fait que, habituellement, il va y avoir un élément additionnel. Attends, on va passer ça un petit peu. Fait qu'on a dit que c'était le ID qui était ici. Puis on va habituellement indiquer ça ici, c'est la clé primaire. En anglais, on appelle ça le primary key. Donc, ici, clé primaire. En anglais, on dit primary key. Ou écart. Pas comme le building et le cam. Donc, quand on a une primary key, ça nous permet de dire, OK, ben ça, c'est, dans ce cas-ci, la colonne, OK, qui existe pour représenter cette information-là. Quand on travaille avec des clés primaires, on a certains autres termes que je veux qu'on soit habitué avec. Donc, si on se donne un exemple où j'ai des étudiants, puis l'étudiant va avoir, bon, un nom, un prénom, pas capable d'écrire prénom, une date de naissance, je l'écris en anglais parce que je suis trop habitué, date of birth. Puis, avec ces informations-là, habituellement, hein, tu as un code qui est généré, là, hein, qui est ton code permanent. Donc, à l'intérieur de ça, on a notre table qui va avoir les différentes informations. Je n'aurai pas commencé à écrire des informations là. Mais le principe, c'est que à même le système que je veux représenter, hein, le code permanent, c'est quelque chose que je sais que je veux sauvegarder d'avance. Donc, cette information-là, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est certainement la clé primaire, hein, parce que le code permanent, quand tu t'en vas au registraria, puis que tu veux t'identifier dans le système, c'est l'information que tu donnes. Hein, à l'intérieur de l'école, il n'y a pas deux personnes qui ont le même code permanent, sinon il y a des méchants problèmes. Fait que quand l'information qui représente la clé primaire fait partie du système, hein, fait partie des informations que je veux déjà enregistrer, on va parler d'une clé naturelle. Donc, qui fait partie du problème, que je n'ai pas eu comme à rajouter de manière artificielle. Donc, on a le premier principe, qui est le principe de clé naturelle. Si on revient à notre exemple précédent, dans cet exemple-là, on voulait sauvegarder les clients, puis l'information que je voulais sauvegarder, c'était ces trois informations-là. Hein, le nom, le prénom, puis le contact. Puis, puisque j'avais besoin d'avoir une information identifiante, j'ai rajouté une colonne, hein, qui était une colonne ID pour identifier, hein, pour un identifiant, que j'ai commencé juste à mettre des chiffres, hein, qui vont être uniques, qui vont identifier chacune des lignes. Fait que quand on a ce principe-là, on va avoir une clé, mais elle va être artificielle. Donc, la clé va être générée pour le problème. Si ce n'était pas du fait qu'on utilise une base de données relationnelle, ces données-là, ils n'existeraient pas.
OK? Donc, le principe d'une clé artificielle, c'est le principe que cette information-là, je la génère parce que j'en ai besoin, pas parce qu'elle est utile. Hein, que j'en ai techniquement besoin. Fait qu'on a ce principe-là de clé primaire. Chacune des différentes tables doit avoir une information qui est considérée comme étant la clé primaire. À quoi ça va servir, ça? Non, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. On a un dernier concept avec les clés. Mettons que je présente des cours. Puis là, mettons, j'aurai le cycle du cours. J'aurai le groupe. J'aurai le nombre d'étudiants. OK, mettons que je veux représenter une session à la fois. Là. Puis j'ai cette information-là. Là, l'élément, c'est que, mettons que j'ai INF 5111. Hein, ben, j'ai deux groupes d'INF 5111. Le groupe 20 puis le groupe 30. Puis si j'enseigne un autre cours, il peut y avoir un autre groupe 20. Fait que là, le principe, c'est que j'ai pas de colonne qui a des informations identifiant de manière unique les informations. Mais si je regroupe les deux ensemble, hein, à l'intérieur d'une session, il va seulement avoir un INF 5111 groupe 30. Il va seulement avoir un INF 1070 groupe 20. Donc, je suis capable et je peux dire mon primary key, c'est les deux ensemble. Dans ce cas-là, on parle d'une clé composite. Hein, donc, qui est composée de plusieurs éléments. Puis, ça ne change pas non plus que cette clé-là peut être soit naturelle, soit artificielle. Donc, dans ce cas-ci, ce serait-tu artificiel ou naturel? Ben, l'information existe déjà. Hein? Donc, dans ce cas-ci, ce serait en fait une clé naturelle composite. Hein? Donc, c'est deux adjectifs qui sont mutuellement exclus, qui se conjoignent ensemble. Donc, on pourrait dire que c'est naturel aussi. Donc, on a le principe de clé, de table, de données, de schémas, de lignes, de colonnes, d'enregistrement. Il nous reste un dernier élément à comprendre pour être capable de bien voir la force des bases de données relationnelles. Puis, pour être capable... Hein? Pardon, Hugo, on ne parle pas de la clé étrangère? Ben, c'est justement sur quoi je m'en allais. Vous le savez? C'est le dernier élément, effectivement, qu'il faut savoir avant de passer à autre chose. Mais pour être capable de faire ça, il faut avoir une deuxième table. Et voilà. Donc, ici, on pourrait avoir, admettons, un tableau de notes. OK? Puis, à l'intérieur du tableau de notes, là, on pourrait dire c'est quoi le cours. On pourrait dire c'est quoi le groupe. Puis, c'est quoi la note. Mais là, tu sais, si je marque INF 5111, puis le groupe 20, puis que la note, c'est 72, il faut que j'aille aussi l'information de c'est qui l'étudiant qui a eu cette note-là. Il va falloir que je fasse un lien vers l'étudiant. Comment est-ce que je fais pour faire ça? Ben, je vais pouvoir mettre le code permanent. Puis là, ici, habituellement, il faudra sûrement un ID aussi là, pour avoir les différentes notes, quelque chose de même. Puis le principe, c'est que quand je vais mettre ici, on va aller là. Attends, il y a LEBH, il y a eu 99. Quand on a cette information-là,
Hein? C'est une seule information, mais de cette information-là, je suis capable de savoir, OK, ben, si je fais référence à lui, c'est que pour de vrai, je fais référence à cette ligne-là dans mon autre table. Donc, j'ai une information qui représente un identifiant, mais pas un identifiant de la table courante, un identifiant d'une autre table avec lequel je vais pouvoir faire comme l'association entre les deux. Là. Donc, quand on a cette information-là qui fait un lien vers une autre table, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère ou un foreign key. Ou souvent FK. Donc le principe, c'est qu'on a quand même une information identifiante ici. Puis ici, le principe, c'est qu'on pourrait l'avoir deux fois, le LEBH. Hein? Puis là, il y aurait eu... il a été moins bon, il y a eu 98, c'est dans un autre cours. Hein? C'est pas obligé d'être unique rendu là. Mais le principe, c'est qu'à chaque fois que je parle d'un élément ici, je fais référence à un autre élément dans une autre table. Puis on va voir que je peux comme rejoigner les informations, je vais pouvoir mélanger ces informations-là pour aller chercher ce que je veux. Mais j'ai pas besoin de dédoubler l'information autre que l'identifiant qui me permet de faire le lien. C'est ça la force de la base de données relationnelle, c'est que l'information va apparaître une seule fois, même si elle est représentée à plusieurs endroits en même temps. All right. Fait que là, ça fait le tour des fondements, okay, des concepts principaux qui nous permettent de parler de base de données relationnelle. Ça tombe-tu bien? C'est le temps d'une pause. Puis, en revenant de la pause, on va aller regarder, OK, c'était bien le fun de faire des dessins puis des carrés, là. Qu'est-ce qui arrive quand je veux techniquement appliquer ça à quelque chose pour aller voir une vraie base de données puis ces différents éléments à l'intérieur d'un logiciel. Fait qu'on revient à 7 heures pour regarder le langage SQL et ses outils. À tout de suite. Donc, on vient tout juste de voir les différents éléments fondamentaux qui nous permettent de décrire c'est quoi les concepts qui vont être sauvegardés, qui vont être utilisés dans un système de gestion de base de données relationnelle. Donc, avec ça, on est capable d'aller... on va sauvegarder nos différentes tables, on va sauvegarder nos différents éléments. Puis, on ne pourra pas, par exemple, utiliser un crayon, OK, puis écrire des différentes colonnes. Ça ne marchera pas de même. Donc, il va falloir utiliser l'architecture client-serveur que j'ai désignée tantôt, qui va nous permettre d'avoir un client qui va envoyer des requêtes, puis qui va être capable de recevoir les différentes réponses pour ces requêtes-là. Donc, on va regarder, puis on va jaser de c'est quoi les requêtes qu'on peut envoyer à une base de données relationnelle. Donc, quand on veut communiquer avec une base de données relationnelle, on va utiliser un langage de requête. Donc, comme Python est un langage de programmation qui a une syntaxe qui nous permet de faire des instructions qui vont être exécutées, le SQL, qui est, ou SQL en anglais pour le Structured Query Language, c'est un langage de requête qu'on va pouvoir envoyer à notre base de données, puis elle va pouvoir nous renvoyer des réponses par rapport à ces requêtes-là. Le principe, c'est que ce langage de requête-là est divisé dans différentes sections, différents niveaux,
dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin de faire. Donc, le premier niveau, celui qui est à être utilisé en premier, ça va être ce qu'on appelle le DDL ou le Data Definition Language. Donc ça ici, ça va être des instructions, des commandes qui vont nous permettre de définir, d'écrire la structure, créer les différentes tables. Hein, donc quand on commence, la base de données est vide, puis on a dit qu'il faut que ça soit structuré, puis il faut que ça soit structuré dans un schéma. Fait qu'avant de pouvoir commencer à sauvegarder des données, avant de pouvoir commencer à mettre des informations dans ma base de données, il faut que j'aille un schéma, hein, une structure déjà prédéfinie. Donc, on va avoir une section du langage qui va être utilisée pour définir les tables, dire c'est quoi les colonnes, dire c'est quoi les différents types des différentes colonnes. On n'ira pas tout de suite dans cette lignée-là. Okay, nous autres, on va travailler avec des bases de données qui ont déjà été créées, qui ont aussi déjà été populées d'informations. En fait, nous autres, on va travailler dans la deuxième partie, qui va, pour l'instant, qui est le DML, le Data Manipulation Language, qui va me permettre de faire la manipulation de données. Donc, quand on travaille avec la manipulation de données, en fait, il y a 4 actions possibles que tu peux faire sur une base de données. La première, c'est d'insérer des valeurs. Hein? Donc, quand tu as créé ton schéma, tu as fait tes différentes tables, tes différentes colonnes, fait que là, tu veux aller écrire des lignes, tu vas insérer des données. Si tu veux enlever ces données-là, hein, tu peux les supprimer. Ça, c'est la deuxième action. Fait qu'on peut les insérer, on peut les supprimer. Si tu l'as inséré, mais il y a quelque chose à modifier dedans, hein, tu peux la mettre à jour, tu peux modifier la donnée, mais un update en anglais. Donc ça, c'est la troisième action. Mais encore une fois, ces 3 affaires-là, on va les voir plus tard. Nous, on va se concentrer sur la dernière action, qui est l'action de lecture, l'action d'extraction de données, l'action qu'on dit de sélection. Donc, quand on sélectionne des données dans une base de données, c'est qu'on s'en va lire les données pour avoir les résultats, pour voir c'est quoi que ça nous donne. Fait que durant notre première partie de cours, on va vraiment se focusser sur la sélection de données pour être capable d'aller chercher des informations déjà présentes, hein, pour être capable après ça d'apporter ça dans nos programmes, puis dans nos programmes de Python, on va être capable de faire des calculs pour avoir des résultats intéressants. Il existe un troisième niveau de langage possible. Un des éléments qu'on n'a pas élaboré trop, là, mais qui est possible avec les bases de données, encore une fois, synonyme de système de gestion de base de données relationnelles. C'est le DCL, le Data Control Language, qui va me permettre d'être des commandes de gestion, okay, d'administration sur notre base de données. Donc, on a notre architecture client-serveur, on a notre serveur, puis on a plein de clients qui se connectent à ce serveur-là. Puis, comment ça va fonctionner? On va avoir besoin de dire que lui, s'il se connecte, premièrement, il faut qu'il ait un nom d'utilisateur, un mot de passe, hein, pour être capable de s'identifier avec le serveur. Puis, quand tu te connectes avec un tel nom, tel mot de passe, tu as juste le droit d'avoir accès à telle chose. Puis, tel autre utilisateur, lui, c'est l'administrateur de la base de données, il se connecte avec son compte d'administrateur, lui, il a le droit de tout faire. Puis, lui, il a juste le droit de rajouter des données. Puis, lui, il a juste le droit d'aller regarder telle autre affaire. Puis, lui, il a juste le droit de travailler avec telle table. Donc, tout ce système d'utilisateurs, de permissions-là, c'est des commandes spécifiques qui viennent travailler avec le DCL. Fait que là, on va jaser un petit peu de l'outil que nous, on va utiliser dans ce cours-ci, okay, du côté de la base de données. Donc, dans les bases de données relationnelles, il existe une panoplie de différentes entreprises, différents logiciels qui représentent un système de gestion de bases de données relationnelles. Donc, il y a du monde comme des compagnies comme Oracle qui font Oracle Database, qui est le plus gros en entreprise parce qu'ils ont le plus gros budget de marketing. Tu as des nouveaux arrivants, mais qui prennent beaucoup de place, comme
SQL Server, il n'est pas si nouveau que ça, là, mais il prend de plus en plus de place. C'est ça là qui grandit le plus vite, mettons. Donc, SQL Server ou Azure SQL Server, qui est la version de Microsoft. On a aussi des versions qui existent de manière en logiciel libre, comme PostgreSQL, qui est celui qu'on va utiliser à l'intérieur de ce cours-ci. Donc, il y en existe d'autres, comme MariaDB, comme SQLite. Donc, on a une panoplie de différentes possibilités dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Il existe, on va rejaser un petit peu du dialecte SQL à l'intérieur de ceux-là, là, mais c'est comme des différents logiciels qui ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. J'ai une question de Pouya. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, une question, ce serait, si on utilise un logiciel spécifique, est-ce qu'on va être en mesure d'utiliser comme la majorité des logiciels ou juste si on connaît un, ben, on aurait de la misère avec les autres? Donc, c'est une excellente question. Le principe, c'est que le langage SQL, c'est un standard. OK? Donc, les différentes commandes que tu vas créer habituellement devraient fonctionner d'une version à l'autre. Des fois, les différents logiciels ont des plus-values, là, comme des affaires de plus pour comment gérer les utilisateurs, pour avoir des applications par-dessus le SQL, des choses comme ça, là. Mais le principe, c'est que si tu utilises juste la base de données SQL, point barre, tu devrais être capable de travailler d'une à l'autre sans trop être perdu. Il y a même des outils qui vont être capables de se connecter à différentes bases de données en même temps. L'outil reste le même, hein, puis c'est juste à quoi tu te connectes qui change. Par contre, il y a un méga bémol à annoncer avec ça. Donc, je viens de vous dire que le SQL, c'est un standard. Hein? Donc, s'il y a un gros document là, de 500 pages qui existe, qui dit c'est quoi toutes les différentes commandes que tu peux faire, c'est quoi toutes les options de ces commandes-là, puis c'est quoi les résultats attendus par rapport à ces commandes-là. La problématique, c'est que il n'y a pas personne qui suit le standard. Personne. Il n'y a aucune des bases de données qui est compliant à 100% du standard SQL. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a des dialectes SQL. On a le standard que personne utilise parfaitement. Puis là, pour chacune des implémentations, chacun est comme à 90%. Là, fait que la majorité des choses que tu vas faire va marcher. Mais des fois, il y a certaines choses qui ne seront pas implémentées ou certaines choses qui sont implémentées, mais juste pour cette base de données-là. Donc, le principe, c'est que le standard a été pendant longtemps arriéré par rapport au niveau technologique que les bases de données voulaient fournir. Fait que la problématique, c'est que Oracle était là, puis il était comme, OK, nous autres, on veut fournir telle feature. Dans le langage, ça n'existe pas. Fait que nous autres, on va créer des nouvelles commandes qui vont faire cette affaire-là. Puis là, à côté, il y a une autre base de données qui a fait « Ah, mais là, Oracle a fait ça. C'est vraiment une bonne idée. Mais nous autres, on changerait un peu la syntaxe pour que ça soit plus simple pour nous. » Puis là, ben, 4 ans après, le standard arrive, puis il est comme « Ah, ben oui, c'est vrai que c'est une bonne fonctionnalité. On va l'ajouter au standard. » Mais là, il y a 2 syntaxes compétition, là, qui font compétition l'une à l'autre. Fait que le standard, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'en inventer une 3e qui marche avec personne. Puis là, 10 ans plus tard, ben, il y a une 3e base de données qui va implémenter cela du standard. Fait que c'est un peu ce genre de fun plaisanterie-là qui existe dans l'SQL. Il existe, si on s'en va chercher, des sites qui vont faire une comptabilisation de tous les différents standards puis de tous les différents éléments à l'intérieur de la base de données. Puis comme ici, attends, si... Je sais pas si on peut aller le voir. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Blablabla. Blablabla. Enfin, ici, là. Des choses de même. Fait que tu vois, il y a des principes de quand est-ce que ça existe dans
dans le standard, mais on peut voir que la majorité des bases de données le supportent pas. OK? Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui existent, OK, à l'intérieur des différents dialectes. Puis là, on peut même voir qu'il y en a qui ont certains des crochets carrés, mais avec des annotations pour dire oui, mais il y a comme telle petite variation que si t'écris ça de même, ça fonctionnera pas exactement pareil que dans l'autre. Donc, c'est bien du plaisir. Donc, les concepts restent tout le temps les mêmes, mais quand tu vas écrire, mettons, un script pour une base de données, de le copier-coller sur un autre logiciel, même si c'est supposé être aussi une base de données rationnelle, ça peut ne pas fonctionner directement. Par contre, jusqu'à présent, c'est Postgre qui accepte le tout. Ah ouais, Postgres, c'est... c'est celle-là qu'on utilise. Fait que... Donc, effectivement, nous autres, on va utiliser PostgreSQL, OK, qui est une base de données libre libre, en fait, open source. Donc, on peut aller voir, mettons qu'on s'en va voir le manuel, là, si on s'en va voir la liste des commandes. Nous autres, on s'en va ici. Fait que ça, c'est la liste des commandes qui sont disponibles dans Postgres. OK, faites-vous-en pas. OK, il y en a plein là-dedans. Là. Il y en a genre 5 qui sont importantes. Là. Puis, durant la première moitié de la session, on en voit juste une. Fait que tout va bien. En fait, nous autres, celle qu'on va aller regarder aujourd'hui, ça va être le select. OK? Donc, on avait parlé des différents niveaux. Nous autres, on va être dans le niveau de la manipulation de langage. On va aller dans des bases de données déjà existantes. Puis, on va vouloir aller faire de la lecture. On va vouloir aller faire de la sélection d'informations. On avait parlé que les bases de données sont en architecture serveur-client. Donc, pour aujourd'hui, j'ai déjà setupé un environnement qui va avoir un client qui va être une application web. Donc, c'est un peu le même principe que Google Colab, là, où c'est que tu peux te connecter et être capable d'avoir les choses. C'est juste que c'est sur mon infrastructure personnelle. Fait que je vais mettre le lien sur Zoom. Vous allez pouvoir vous connecter en même temps aujourd'hui. Puis, durant le laboratoire de cette semaine, vous allez avoir le choix de différentes options. Soit que vous allez vous connecter purement par cette application-là, mais en vous faisant un compte personnel. OK? Parce que là, dans le compte que je vais vous donner, comme si quelqu'un délite des choses, ça va comme fucker des affaires qui ne sera pas le fun. Fait que vous allez avoir l'option de créer un compte personnel pour se connecter aux bases de données que je vais vous fournir. Ou sinon, vous allez aussi avoir l'option de l'installer localement sur votre ordinateur. Donc, l'architecture client-serveur, ben, le serveur, c'est aussi votre ordi, puis le client, ça va être aussi votre ordi. Ou sinon, il va y avoir aussi des options pour aller faire des bases de données dans l'info nuagique pour que vous puissiez avoir un accès en tout temps, mais qui est propre à vous quand même. Fait que j'ai une question de Piskin, pardon. OK. En fait, je voulais savoir, pour pouvoir l'installer sur l'ordi en tant que tel dans la disque dur, si on veut, là, est-ce que ça va marcher avec les Mac ou est-ce qu'il va falloir passer par un portail pour aller l'accéder comme un Citrix ou whatnot? Non, non, ça marche aussi. Il y a une installation pour macOS qui est disponible aussi. Parfait, merci. Donc, pour aujourd'hui, j'ai mis le lien. Ça nous demande un login. Puis nous autres, ça va être INF 5111 à ucam.ca avec le mot de passe qui est INF 5111. Fait que je vais mettre ici les informations dans le chat. INF 5111 à ucam.ca. On clique sur Login. Une question de Ali. En fait, monsieur, je vous ai écrit sur le chat. Je ne Mhm. sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. En Quand fait, tu dis que tu accèdes pas au En lien. fait,
Ouais, en fait, je n'arrive pas à y accéder au lien. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, n'arrive pas d'accéder au lien? Est-ce que quand tu cliques sur le lien, il y a des chiens qui commencent à japper dans la rue ou c'est plus spécifique? Bah, en fait, il m'a dit que votre connexion n'est pas privée. Les individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles. Ça devrait pas faire ça. Mais tu peux dire continuer, le certificat il est supposé être valide. Certificat, ouais, 26 mars, ouais. Tout devrait être correct là. Au pire, si vous n'arrivez pas à accéder ou si le mot de passe, vous n'êtes pas capable de taper des choses comme ça, c'est pas une problématique pour aujourd'hui. C'est juste un plus-value d'être capable de le suivre en même temps. C'est pas nécessaire pour aujourd'hui. Vous pouvez juste suivre, puis durant le laboratoire, vous allez avoir toute la période pour être capable de trouver une manière de le faire fonctionner ou d'avoir une autre installation locale, des choses comme ça. Ça marche, monsieur. Merci. Pas de problème. Donc, en se connectant à ce compte-là, moi, j'ai déjà rentré des informations, j'ai déjà préparé la base de données, tout est déjà setupé pour être capable d'avoir un accès rapide. Donc, on a ici la liste des différents serveurs auxquels on peut se connecter. Puis, nous, on va vouloir aller à l'intérieur de la base de données DVD Rental. Oh, ici, il manque le password. On va aller le remettre. Ici. Est-ce que... Ah, attends, c'est peut-être... Je pense que c'est ma faute. Donnez-moi un instant. Mon infrastructure semble avoir eu des problèmes. Poupoulou, poulou. Je clique... Ici. Ici. Et voilà. Pardonnez-moi. Le support technique live. Ouais. Le mot de passe, c'est toujours INF 5111. Le mot de passe pour arriver à cette page-là, oui. Là. Donc, en ce moment, si tu fais juste rafraîchir, tu devrais juste pouvoir cliquer puis ça devrait s'ouvrir automatiquement. C'est juste que j'avais pas reparti ma base de données correctement. Alright. Donc, nous, on va aller voir... et voilà. Dans DVD Rental, on va avoir l'option d'aller sélectionner notre base de données. Donc, le principe ici, c'est quand on est dans l'arborescence de notre base de données, on a l'installation, puis on va pouvoir avoir différentes bases de données qui vont contenir des tables. Donc, le principe d'avoir différentes bases de données, c'est pour être capable d'avoir une séparation, hein, comme un peu comme des dossiers. Là. Tu sais, quand tu fais un dossier pour ta session, tu fais un dossier pour chaque cours, puis après ça, dans chaque cours, tu vas avoir les informations à l'intérieur. Donc, il ne devrait pas avoir de mot de passe quand, une fois que tu es connecté, tu devrais juste cliquer sur le petit lien, puis ça devrait s'ouvrir directement. J'ai une intervention d'Imen. Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion et j'arrive pas à suivre. C'est pas une problématique en ce moment. Si vous n'arrivez pas à suivre ou quoi que ce soit, le principe, c'est pas que vous êtes obligé de suivre de cette manière-là. Là, je vous le montre pour que vous puissiez le réécouter par la suite. Puis, s'il y a quelconque problématique, vous allez pouvoir les regarder durant le laboratoire de cette semaine. Parce que là, ici, c'est juste une installation très, très, très temporaire là, pour qu'on puisse avoir comme un accès possible. Mais si vous faites juste suivre sans le faire en même temps, c'est pas une problématique. Il y a du monde ici qui dit que rafraîchir la page fixe certains problèmes parce que je l'avais pas parti au début. Fait que vous pouvez essayer ça. Mais si vous avez des problèmes techniques, faites juste écouter ma gentille voix douce et calmante. La pratique va se faire dans le laboratoire. Donc, on a le principe de différentes bases de données. Okay? Donc, on peut le voir un peu comme des dossiers. Puis, il y a en fait deux niveaux de dossiers. Donc, à l'intérieur, on va avoir ce qu'on appelle différents objets.
différents éléments qui vont être sauvegardés. Puis ces éléments-là sont en ordre alphabétique, ils ne sont pas en ordre de utilité, parce qu'il y en a un là-dedans qu'on va tout le temps aller, la majorité des autres, on ne va jamais aller dedans. Donc, une fois qu'on est dans la base de données, on va aller voir les différents schémas. Puis le principe du schéma, c'est encore une fois la description des différentes tables. Puis en plus de ça, dans Postgres, le principe de schéma se dédouble avec comme une espèce de nom de dossier. Pardon? Ah, c'est pas bien noté. Parfait. Donc, on a le principe de schéma. On voit que quand on ouvre schéma, on en a un qui est le public. Puis à l'intérieur de cet élément-là, si on le rouvre, encore une fois, on a une liste de différents éléments. Puis à l'intérieur de ces éléments-là, encore une fois, sont en ordre alphabétique. Puis il y en a un là-dedans qui va nous importer plus que les autres, qui va être celui des différentes tables. Donc c'est là qu'on va avoir les différentes tables qui sont disponibles dans cette base de données-là. On n'a pas directement les valeurs. On va voir comment aller chercher ces informations-là. Dans les éléments intéressants aussi, on avait vu qu'on peut avoir un schéma qu'on appelle d'entité-relation. Tantôt, on avait été voir qu'on avait ce schéma-là qui était le schéma de la base de données courante qu'on est en train de regarder, en fait. Ce schéma-là, on peut aussi le générer à même la base de données. Donc, si tu fais un clic droit sur la base de données, donc pas le mot database, mais sur le DVD Rental, tu peux aller demander ce qu'on appelle le Entity Relationship Diagram, donc le ERD. Si on lui donne quelques instants, on va avoir le schéma des mêmes tables qu'on avait dans le diagramme de tantôt. Puis si on regarde, pour chacune de ces affaires-là, ce qu'on a, c'est on a le nom du schéma, donc c'est comme un dossier. Dans le dossier public, on a la table adresse, puis là, on a les différentes colonnes qui existent. Pour chacune des colonnes, on va avoir le nom de la colonne, puis on va avoir un type d'information. On va retourner voir les types d'informations un petit peu plus tard. Fait qu'on a cette possibilité-là, juste de voir c'est quoi. Aussi dans l'outil lui-même, donc en ce moment, on est en train d'utiliser un logiciel qui s'appelle pgadmin, pour Postgres Administrator. Ça, en ce moment, c'est notre client. Donc moi, j'ai installé une base de données, là, elle existe quelque part dans le nuage. Puis nous autres, on est en train d'utiliser un client qui s'appelle pgadmin pour se connecter à cette base de données-là. Donc quand on est dans pgadmin, on a, à gauche, le navigateur là, qui me permet de cliquer sur des choses. Quand j'ouvre des nouvelles fenêtres, ça s'ouvre ici en haut. Là. Fait que ça me donne différents onglets que je peux aussi aller fermer. Là. Ma souris à droite, là, je peux aller fermer cette fenêtre-là, dire j'ai pas besoin de cette image-là, je suis capable de travailler moi-même. Si je veux envoyer des commandes, puis de voir le résultat de ces commandes-là à l'intérieur de pgadmin, il va nous falloir une fenêtre où on peut écrire des commandes. Donc, pour être capable d'aller gérer ça, il va nous falloir ce qu'on appelle le Query Tool. Donc, quand on est dans DVD Rental, donc il faut au moins sélectionner, si je sélectionne n'importe quoi, là, je ne peux pas l'ouvrir cette affaire-là, là, c'est en gris. Il faut que je sélectionne la base de données dans laquelle je veux faire des requêtes. Donc, dans ce cas-ci, DVD Rental. Puis là, je peux peser sur le piton ou faire le shortcut Alt-Shift-Q qui m'ouvre une fenêtre de requête. Donc, dans la fenêtre de requête, on va avoir notre fenêtre où on va pouvoir écrire nos différentes instructions. On va avoir la sortie de ces instructions-là. Puis, on a à droite un petit scratchpad là, qui est juste comme une espèce de bloc-notes. On peut juste se fermer juste pour se donner plus d'espace. Fait que j'ai ma fenêtre qui me permet de faire un query. Si on fait juste vous en donner un juste pour que ça donne quelque chose. On peut marquer select, version, parenthèse, parenthèse. Quand on veut exécuter les différentes requêtes, on va être capable d'exécuter les requêtes en pesant sur le
gentil bouton play, okay, ou encore une fois, il y a un raccourci clavier qui est le F5. Donc, quand j'exécute ça, on peut voir ici que ça me retourne quelque chose en dessous, là. Puis, on peut voir que ce retour-là, là, c'est peut-être pas évident, là, mais c'est aussi une table. Okay? Donc là, en ce moment, il y a une colonne, il y a une ligne, puis il y a juste un gros texte, là. Mais le principe, c'est que quand j'exécute différentes commandes, le résultat de ces commandes-là vont être affichés en dessous. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir faire comme commande? Donc là, je vous ai dit, la base de données existe déjà. La base de données a déjà un schéma et la base de données a déjà des données d'insérer. Donc, nous, ce qu'on va vouloir aller faire, on va vouloir aller faire des requêtes de sélection, des requêtes de lecture. Donc, en ce moment, la base de données est protégée, on ne peut pas changer les données à l'intérieur. On peut juste aller les lire, voir c'est quoi le contenu de la base de données. Donc, pour être capable de lire, on va sélectionner. Donc, on va utiliser la commande select. Donc, la commande select, si j'ai la référence, le lien que j'ai sur lequel je suis tombé tantôt, là, OK, vous pouvez cliquer dessus. Donc, c'est simple. Hein? On a juste à lire ce petit texte-là. OK? Puis, on va savoir comment marche le select. Bon, il y a des manières plus simples de faire ça. On va le regarder étape par étape. Puis, on va revenir tantôt pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a appris de manière graduelle, qu'est-ce que ça donne avec la documentation. Fait que, on va commencer avec la forme de base du select qui va demander de marquer select. Puis, il va avoir ensuite une liste de différentes expressions. Donc, habituellement, de différentes colonnes que je vais afficher d'une table. Puis ensuite, je vais avoir le mot-clé from. Puis, je vais avoir le nom de la table de laquelle je vais aller chercher les informations. Fait que là, pour savoir c'est quoi qu'il y a disponible, c'est là qu'on peut aller dans le schéma ou sinon notre définition de la base de données. Donc, DB rental, schéma, public, table. Puis là, si je clique sur une des tables, je peux aller voir les différentes colonnes possibles qui existent. Fait que si je prends mon exemple, puis je présente le select, je veux la colonne first name et je veux l'avoir de acteur. Hein, donc on peut voir ici le mot-clé select, le mot-clé from sont en mauve parce que ça fait partie de la syntaxe officielle. On peut aller voir aussi que souvent quand on va voir des descriptions de syntaxe de SQL, les mots-clés vont souvent être en majuscules pour représenter que c'est des mots-clés. C'est pas nécessaire que ça soit des majuscules quand moi je fais la commande. OK? Donc, si vous voulez utiliser votre caps lock à outrance, vous pouvez, mais moi je vais écrire ça en minuscules. Donc, quand j'exécute ça, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici le résultat, puis j'ai les prénoms de tous les acteurs de ma base de données. Si je veux avoir plusieurs colonnes, je peux avoir des éléments délimités par une virgule qui vont me permettre d'avoir plusieurs colonnes une après l'autre. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? Je peux aller le chercher dans l'ordre que je veux. OK, donc Actor ID en troisième. Je paye sur F5. On a ici le Actor ID. Point intéressant, on regarde dans la solution, pas dans la solution, mais dans le résultat. Je peux voir j'ai le first name, j'ai le last name, puis le troisième, le Actor ID, je peux voir que dans le résultat, ça me dit « Hey! » En passant, là, ça c'est la primary key dans cette table-là. OK, j'ai le petit entre crochet PK. On sait que c'est le symbole pour la clé primaire.
Souvent, quand on va présenter des informations d'une table, on va vouloir être capable d'aller le chercher avec toutes les colonnes. Donc, je pourrais taper toutes les colonnes de manière manuelle, mais il existe un raccourci. Donc, je peux utiliser l'étoile. L'étoile va représenter automatiquement toutes les colonnes de la table. Donc, je peux avoir le select, étoile, ou sinon une liste des différentes colonnes. Autre chose intéressante avec le select, chacune des colonnes est une expression. Okay? Ça veut dire que le nom des colonnes, c'est un peu comme une variable. Okay? Puis le principe, c'est que ça va aller chercher chacune des lignes, puis ça va aller chercher la variable pour aller peupler la ligne. Ce que ça implique, ça, ce que je viens de dire, c'est que je ne suis pas obligé de juste marquer le nom d'une colonne. Je peux marquer une opération qui inclut le nom d'une colonne comme si c'était une variable en programmation. Fait que si je peux voir, j'ai le Actor ID, là, ben je peux marquer Actor ID plus 10. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ben, je vais avoir 3 colonnes. Puis la troisième colonne, ça va être quoi? Ben, ça va être toutes les valeurs du Actor ID, mais toutes plus 10. Hein? Fait qu'on va voir ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla. Là, on voit que c'est 11, 12, 13, blablabla. Hein? Donc, ça a juste additionné 10 à notre élément. Donc, on a ce principe-là. J'ai une autre question de Biskin. En fait, là, quand vous avez fait le plus 10, puis ça l'a simplement additionné, ça c'est parce que la colonne contenait déjà des numéros, n'est-ce pas? Si ça aurait été, admettons, juste le mot Guinness, ça aurait été Guinness, puis ça aurait écrit 10 à côté. Essayons. Donc là, ici, on a une problématique hein, qui est la même problématique qu'on avait déjà eue la semaine passée. Parce qu'en ce moment, ça nous dit l'opérateur n'existe pas. Quand j'ai. Là, ici, ça dit character varying, là, mais on peut comprendre que c'est du texte, en fait. C'est des chaînes de caractères. Plus un integer. Hein, nous autres, on sait que c'est des entiers. Et comme là, tu essaies de faire une addition entre du texte et des entiers. Puis moi, je suis pas in avec ça. Ok, ouais, je comprends. Fait qu'on va voir qu'il y a des manières de faire de la concaténation de texte en SQL, mais effectivement, c'est parce que les Actor ID étaient des valeurs numériques que j'ai pu faire une opération arithmétique numérique dessus. Parfait, merci. Autre élément intéressant, quand on travaille avec les expressions, quand j'ai juste la variable du nom de la colonne, je peux voir que dans le résultat, c'est le nom de la colonne. Mais quand je fais une expression quelconque, ça se peut que j'aille plein de variables, ça se peut que j'aille plusieurs colonnes, tu sais. Fait que le principe ici, c'est que le résultat, il est comme c'est une colonne. Il n'y a pas de nom spécifique. Fait que, en fait, quand on travaille avec le select, on a une option de disponible qui nous permet de renommer les résultats des colonnes. Donc, je peux utiliser le mot-clé as, qui est en fait le même mot-clé qu'on utilisait dans l'importation des librairies en Python. Hein. On disait import blablabla as quelque chose. Ben, ça va être le même principe. Fait que je peux dire, mettons, prénom, as famille, et as new ID, mettons. Là, je peux voir ici, c'est les mêmes données, les mêmes résultats, mais on peut voir que le nom des éléments a été modifié. En fait, le as, il est facultatif. OK? Donc, si je fais juste mettre le nom tout de suite après, ça marche tout aussi bien. OK? Donc, on aime ça, les raccourcis syntaxiques en programmation, ça nous permet de moins écrire de choses. OK? Puis ça nous permet d'aller plus vite. Fait qu'on est bien in avec ce genre d'affaires-là. Fait qu'on est capable de faire un select, on est capable d'aller chercher différentes colonnes, on est capable de prendre les colonnes puis faire des opérations avec, on est capable de renommer les différentes colonnes. Le dernier élément,
c'est quand on veut avoir des commentaires. Donc, les commentaires, c'est comme en programmation, on peut écrire quelque chose qui ne sera pas considéré dans l'exécution de ma commande. Donc, les commentaires, par contre, ne sont pas avec un hashtag, ils vont être avec 2 tirets. OK? Donc, ceci est un commentaire en SQL. Ça ne sera pas considéré comme étant du texte qui causerait des problèmes. Excellent. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Super. Fait qu'ici, on va tout de suite prendre une autre petite pause. On va se prendre une autre pause de 10 minutes. Puis, en revenant de la pause, on va aller voir toutes les autres choses que le select peut faire pour commencer à nous donner des informations qui peuvent commencer à être intéressantes. Donc, on ne pourra pas être capable de trouver des affaires ultra intéressantes encore. Là, on est au début de notre aventure de l'exploitation de données, là. Mais il faut commencer quelque part pour être capable de se rendre à des endroits intéressants. Fait que, on se donne un petit 10 minutes, on revient à E50 pour continuer à regarder le select en SQL. On se revoit dans 10 minutes. Donc, on est en train de regarder la commande select qui me permet de regarder les résultats, les données dans une table de ma base de données. On avait vu le principe de c'est le select, c'est la liste des différentes colonnes ou les différentes expressions que je veux avoir. Ensuite, le from, la table que je veux avoir, puis il y a un point-virgule à la fin de l'instruction aussi quand on travaille en SQL. Avant de continuer, je veux juste aller voir la documentation officielle parce que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que c'est expliqué dans la version la plus officielle de la chose. Parce que d'être capable de lire ce genre de documentation-là, c'est quelque chose qui peut être utile avec le temps. Donc, le principe, c'est qu'on a ici la commande avec toutes ces interactions possibles. Fait que ce qu'il faut être capable de lire là-dedans, c'est en fait les symboles spéciaux qui vont nous indiquer des éléments facultatifs ou des options ou des répétitions possibles. Donc, on commence, puis on commence avec un crochet carré. Donc, le principe du crochet carré, c'est d'avoir un élément qui est facultatif. Ça veut dire que ça, je peux l'écrire si je veux cette option-là spécifique, mais je peux ne pas l'écrire, puis la commande va être quand même fonctionnelle. Okay, ça va faire possiblement autre chose, mais je n'ai pas besoin de devoir l'écrire. Fait que là, je peux sauter par-dessus ça, juste pour essayer de voir où c'est que nous, on est. Là. Fait que après ça, on a le select. OK, ça, j'ai écrit ça, j'ai fait ça. Ensuite, on a un deuxième élément facultatif, okay, qu'on va aller voir dans un instant. Puis, on a un troisième élément facultatif qui est celui qu'on a utilisé jusqu'à date. Fait que ici, dans cet élément facultatif-là, j'ai un choix qui est représenté par la barre verticale. OK? Fait que à l'intérieur d'un élément, si j'ai une barre verticale, ça représente un choix. Puis, j'ai un étoile, hein, nous autres, on se souvient qui était pour sélectionner toutes les colonnes. Ou sinon, j'ai une expression. Puis, après l'expression, j'ai la possibilité de facultativement mettre un as, puis de mettre un output name, donc de renommer la colonne. Hein, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a travaillées, mais ça, c'est la version syntaxique, hein, la version générique de la syntaxe. Dernière chose qu'on peut voir, c'est cet élément-là, donc encore une fois, un dernier élément facultatif, qui est une virgule suivie de 3 petits points.
Fait que les 3 petits points, ce que ça implique, c'est de répéter la dernière affaire que tu viens de présenter. Fait que ici, ça nous dit, ben, j'ai le droit de mettre une expression, puis j'ai le droit de mettre une virgule, puis de mettre une autre expression. Puis une virgule, puis de mettre une autre expression, hein, qui est le principe de dire je veux présenter chacune de mes colonnes correctement. Si on continue, on a notre autre élément qu'on a utilisé qui était le from, qui va être un from item. Là, le principe, c'est que le from item est en fait décrit plus loin dans la description. Si je descends, là, j'ai le from item, c'est un de ceux-là. OK, puis dans un de ceux-là, on a le table name avec facultatif, 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 facultatif. En fait, c'est celui-là qu'on a utilisé, là. C'est juste que nous, on a utilisé juste le table name. Fait qu'on peut voir comment c'est décrit à l'intérieur. En passant, quand on est à l'intérieur de cette documentation-là, au début, ça va nous dire comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, ça va nous dire c'est quoi tous les différents paramètres que je peux utiliser. Donc, toutes les options sont tous décrites. Puis, après ça, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est loin dans la documentation, puis c'est comme la partie importante. On a des exemples. OK? Donc, quand on travaille avec des exemples, c'est là qu'on va avoir les différentes options de qu'est-ce que ça pourrait faire, puis qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat. Le principe, c'est ici, les résultats sont purement en texte, okay, parce que officiellement, les résultats sont en texte. Nous autres, quand on a le résultat, ça nous le donne de manière plus belle, okay, juste parce que lui, il réussit à le formater parce qu'il sait à quoi s'attendre. On continue dans nos options du Select. Donc, je peux avoir des éléments uniques à l'intérieur d'une colonne. Donc ici, on va changer de table. On va aller voir toutes les valeurs de adresse. 2 choses à mentionner quand je travaille avec ce résultat-là. La première chose, donc, je peux voir ici dans adresse, j'ai, bon, l'adresse, l'ID, c'est le primary key, c'est juste une valeur artificielle 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'adresse numéro 1, j'ai l'adresse numéro 2, puis là, ici, il y a, dans ces lignes-là, là, un élément intéressant. Donc, on a les adresses, puis à l'intérieur, c'est marqué comme en gris, entre crochets carrés, nul. Donc, on a la possibilité, quand on travaille avec des bases de données, d'avoir à l'intérieur d'une case l'absence d'une valeur. Donc, ce n'est pas la valeur 0, hein, c'est qu'il n'y a pas de valeur à cet endroit-là. Donc, quand on parle d'une valeur manquante ou d'une valeur qui n'est pas présente, on va dire que la valeur est nulle. Okay? Donc, c'est la manière de le dire dans une base de données. Puis ensuite, on a les districts, okay? Des CityID qui sont des foreign keys, d'autres informations qui sont des fois manquantes. Mettons, on va aller regarder juste les districts. Fait que les districts, c'est intéressant, mais je peux voir que il y en a qui se répètent. OK? Donc, moi, des fois, je pourrais voir, j'aimerais ça avoir une liste de tous les districts, mais je ne veux pas avoir des doublons. Hein, j'aimerais ça y avoir tous les districts qui sont uniques dans ma table, dans ma liste, dans mes informations, dans mes données. Fait que je peux utiliser le mot-clé distinct dans mon select. Donc, j'ai le select, puis j'ai le from, puis j'ai ma colonne, mais avant la colonne, j'ai le mot distinct. Si on s'en va voir notre élément, on peut voir ici qu'on a le select, puis on l'a ici, là, le distinct, OK? J'ai le droit de le mettre avant l'expression. Donc, je peux ici rajouter distinct. Et quand je vais exécuter ça,
je vais voir que j'ai ma liste. OK? L'ordre ici n'est pas garanti de quoi que ce soit, là, mais dans la liste, je vais avoir, en fait, si je peux le voir tout de suite, si je fais ça ici, je peux voir que j'ai 603 résultats. Je peux voir, oups, attends, vous ne pouvez pas le voir, je vais monter ça ici. Donc, en bas, là, on peut voir le nombre de résultats qu'on a eu. Donc, j'en ai eu 603. Si je remets le distinct, je réexécute, je peux voir que j'en ai eu 378 à la place. Donc, on a ce principe-là qui me permet de limiter, OK, les colonnes à des valeurs uniques en enlevant les doublons. Prochain élément qu'on va regarder, ça va être le principe du where. Donc, le where, ça va être notre condition qu'on va pouvoir appliquer sur chacune des lignes pour essayer de trouver qu'est-ce que nous, on recherche, ou on recherche un élément spécifique. Fait qu'on va aller regarder une autre table, on va aller regarder la table de paiement. Et à l'intérieur de la table de paiement, donc en passant ici, c'est une base de données qui représente un feu blockbuster, là, okay, là, donc une place qui loue des DVD, fait que tu as des films, les films sont catégorisés avec des acteurs, tu as des employés qui louent les films, puis il y a des clients qui payent ces locations-là. Fait qu'ici, on est dans la table de paiement qui me permet d'avoir les différents montants disponibles. Fait que le where me permet d'appliquer une condition qui va être testée sur chacune des lignes et les résultats fournis, c'est seulement ceux qui vont répondre à la condition. Donc, les conditions possibles, on en a plusieurs. On va pouvoir avoir ici utilisé des opérateurs pour créer des conditions. La majorité des conditions vont être des conditions de comparaison. Donc, pour faire des opérations de comparaison, on a ces opérateurs-là. Un opérateur d'égalité, de plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, ou différent d'eux. Donc, le principe, c'est que je peux aller écrire le where. Puis là, je peux aller dire, en passant aussi dans la syntaxe, moi, je mets des sauts de ligne, là, mais c'est purement pour la lisibilité. Je pourrais tout avoir sur la même ligne. Je pourrais avoir un mot par ligne, ça ne change rien. Je pourrais dire, je veux les amounts qui sont plus grands que 3.5. Fait qu'on peut voir ici qu'il y en a plein là, qui ne sont pas plus grands que 3.5. On a 1.2, 2.2. Si j'exécute ça, ben, je peux voir ici que c'est seulement ceux qui sont plus grands que 3.5 qui vont avoir été utilisés. Je pourrais aussi dire, je veux ceux qui sont exactement 5,99. Là, j'ai tous ceux qui sont 5,99. Donc, on a les opérateurs de comparaison, d'égalité, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Puis, on a aussi le différent de. Donc, ça, c'est comme l'inverse de l'égalité. Donc, si je dis, admettons, je veux que ça soit différent de 5,99, puis là, il y a deux symboles, okay, dépendamment de... celui-là, il est un petit peu plus moderne, celui-là, il est un petit peu plus vieux jeu, fait que ça dépend des bases de données laquelle qui va être utilisé. Postgres, il est cool, fait qu'il te permet de toutes les avoir. Fait qu'on peut voir ici que ça nous donne toutes les valeurs, sauf ceux qui étaient 5,99. J'ai plus de 5,99 dans ma liste. Fait qu'on a la possibilité d'avoir des comparaisons. Souvent, on va vouloir avoir plusieurs comparaisons ensemble. OK? Soit dire, je veux que ça soit ça et ça, ou ça ou ça. Donc, on va, pour combiner différentes conditions, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Ouais. Il y a deux
opérateurs logiques. En fait, il y en a 2,5. On va en avoir un troisième tantôt. Donc, il y a le premier opérateur logique qui est un et logique. Donc, le principe du et, c'est que si je mets de chaque bord du et des comparaisons, il faut que les deux comparaisons fonctionnent pour que le résultat soit bon puis qu'il soit gardé dans les résultats de ma requête. Fait qu'un classique, ça serait de dire, admettons, je veux les paiements qui sont entre 3 et 5 $. Hein? Fait que je veux que le amount soit plus grand que 3. Mais là, je voudrais aussi que les amounts soient plus petits que 5. Mais là, pour avoir ça, il va falloir que je fasse une comparaison. Pardon, pas une comparaison, une opération logique avec le et. Une double comparaison. Donc, avec ces deux comparaisons-là, ça me permet de dire, ben, ça va être ces deux-là ensemble. Et donc, maintenant, j'ai ceux qui sont entre 3 et 5 $. Je peux voir en ce moment que la majorité sont à 99, là, fait que... On a aussi d'autres opérations possibles. La prochaine qu'on va aller regarder, en fait, c'est une version alternative de exactement ce qu'on vient de faire. Donc, ici, j'ai dit que ça, c'était un problème typique. C'est tellement typique qu'on s'est tanné de devoir l'écrire autant, puis on s'est donné une forme alternative. Donc, mettons que je mets ça en commentaire, juste pour avoir la comparaison. Je peux dire amount, puis si je veux que ça soit entre deux bornes, pardonnez-moi, on va pouvoir dire between, puis là, j'ai les deux valeurs avec le et. Donc, le between, ça va me donner les mêmes résultats. C'est juste une manière alternative de pouvoir l'écrire. On a aussi le in qui me permet d'avoir une liste de valeurs possibles. Donc ici, j'ai l'amount. Puis là, ici, je peux dire in. Puis là, je veux une liste de valeurs. Donc les listes en SQL sont entre parenthèses. Fait que là, je pourrais dire, je veux que ça soit 3,99 ou 5,99. C'est une liste de valeurs possibles. Je veux qu'il soit parmi ces valeurs possibles-là. Là, je peux voir ici que les seuls résultats qui me restent, c'est ceux qui sont soit 3,99, soit 5,99. Donc, le in me permet d'avoir une liste de possibilités. Puis, en gros, c'est comme si j'avais dit, il faut que ce soit amount est égal à ça, ou amount est égal à ça, ou amount est égal à ça, ou amount est égal à ça. Encore une fois, ça nous simplifie un peu la vie d'utiliser cette syntaxe-là à la place. On a ensuite le like. Donc, le like, c'est celui qui est le plus fancy de la gang parce que ça va me permettre de répondre à un pattern ou à un motif. Donc, ça va me permettre de dire, est-ce que ça ressemble à un numéro de téléphone? Ou est-ce que ça commence avec telle lettre puis ça finit avec telle lettre? Donc, un pattern me permet de dicter une forme générale qui doit être respectée pour que ça fonctionne. Donc, avec le like, okay, puis il y a, c'est un petit niveau de pattern matching, là, donc il y a des expressions régulières qui est une version fancy du pattern matching. Le like est pas mal plus simple, c'est ce qui est disponible dans le SQL standard. Donc, le like va avoir deux symboles spéciaux. Okay, donc, le principe, c'est je peux écrire je veux que ça ressemble à ce forme-là. Donc, en passant, quand on représente
différentes valeurs en tant que texte. C'est un peu le même principe qu'avec en Python. Il va falloir délimiter ces valeurs-là pour dire c'est pas une colonne, c'est pas une instruction, c'est une expression littérale de texte. Puis on va utiliser les guillemets simples. Là, ici, il faut faire attention. Une des choses qui va être fatigante dans ce cours-ci, c'est qu'en suivant les deux tracks, on va avoir des choses qui sont très semblables, mais qui n'ont pas exactement les mêmes règles. Donc, la semaine passée, on avait parlé des chaînes de caractères, on avait dit qu'on pouvait utiliser les guillemets simples, mais là, on avait aussi dit qu'on pouvait utiliser les guillemets doubles, puis on avait aussi les triples guillemets. Okay? Il y a plein de manières d'utiliser les chaînes de caractères en Python. En SQL, c'est juste les guillemets simples. Il n'y a pas d'autres options. OK? Donc, les guillemets doubles vont faire autre chose à certains autres endroits. On veut se limiter à juste utiliser les guillemets simples. Donc, le principe du like me permet d'avoir une forme. Fait que là, mettons, si je dis est-ce que ABC, ça ressemble à ABC, ça fonctionne. Tu sais, c'est pour se donner une idée. Mais on a deux caractères spéciaux. Donc, on a le pourcentage. Le pourcentage me permet de dire à cet emplacement-là, il peut avoir n'importe quel caractère. Puis tant que c'est là, moi, j'ai pas de problème. Fait que si je dis est-ce que ABC, ça ressemble à quelque chose qui commence par A, puis qui a ensuite n'importe quel caractère. Ben oui, ça fonctionne. Hein? Donc, ça commence par A, puis après ça, j'ai une série de caractères quelconques, ça ne me dérange pas c'est quoi. Si j'utilise le tiret bas, donc le tiret bas, lui, va remplacer un caractère à la fois. Le pourcentage remplace une infinité de caractères. Le tiret bas remplace un caractère. Fait que si j'ai un autre exemple, c'est que c'est tiret bas, B tiret bas, donc un caractère quelconque, un B, un autre caractère quelconque. Fait que ici, le ABC, ça fonctionne. Je pourrais aussi avoir ZBZ. Je pourrais avoir BBB. Okay? Tant qu'il y a un B dans le milieu, ça va fonctionner avec ce motif-là, avec ce pattern-là. Le pattern, il faut qu'il soit rempli au complet. Donc ici, mettons, si j'ai ABC, puis je veux juste dire commence avec C, puis A juste C à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Fait que si on se donne un exemple pour voir ça, on va aller regarder les noms de nos acteurs. Fait que on va dire, je veux que le nom de l'acteur commence par J-O. Fait que je vais utiliser le first name. Je veux que ça soit comme J-O. Mais là, je veux que ce soit n'importe quoi après. Là. Hein? Fait que je vais mettre le pourcentage pour dire tant que ça commence par J-O, puis j'ai n'importe quoi après. J'ai Johnny, Joe, Johnny, Jody, John et John. Puis le principe du pattern, c'est pas la fin quand j'écris le pourcentage. Là. OK, je pourrais dire, je veux tous ceux qui commencent par JO, qui ont n'importe quoi entre les deux, puis qui finissent par N. Et dans ce cas-là, j'ai John, parce qu'il y a un vide entre le O et le N, oui, ça marche. Puis j'ai un H, ça fonctionne aussi avec ce pattern-là. Donc, on est capable d'avoir les différentes propriétés là, du like avec les patterns à l'intérieur. Si, admettons, j'essaie de faire avec le underscore, là, j'ai juste John qui fonctionne. OK, pourquoi? Parce que lui, il s'attend à avoir un caractère. C'est n'importe quel, mais il faut qu'il y en ait un. Donc, si juste J-O-N ne fonctionne pas, il faudrait que j'aille un J-O-A-N. Ça fonctionnerait aussi dans la liste. Fait qu'on a ici le like. Ça ici, c'est pas. Ici. On va le changer. C'est supposé être order by.
On a ici ensuite deux autres opérateurs qui me permettent de travailler avec le where. Le premier, ça va me permettre de détecter quand c'est nul. Donc, si, admettons, je reviens sur mes adresses, je pourrais dire ceux dont l'adresse 2 est nulle. Il faudrait que je sois capable de taper adresse. On voit que ça va sélectionner juste ceux dont les cases étaient nulles. Donc ça va chercher les cases qui sont vides, hein, qui ont un manque d'information. On a dit que la nullité, c'était le principe d'un manque d'information. On a le dernier, qui est en fait le dernier opérateur logique, qui est le NOT. Donc le NOT peut être utilisé avec différents éléments pour inverser la condition logique. Fait que je pourrais dire is not null, ou not like, ou not in. Puis ça fait l'inverse de la condition. OK? Donc le principe du NOT, c'est d'être capable de faire l'inverse d'une condition logique déjà présente. Fait que ça fait le tour de notre where. All right. Si on regarde, on avait ici le select, on vient de voir la liste, on vient de voir le from, on vient de voir le where. Faire attention, hein, l'ordre dans lequel tes écrits est important. Tu ne peux pas mettre le where n'importe où dans gang. Il faut que ce soit après le from, il y a le where, où c'est qu'on a une condition. Puis, je ne sais pas si on voit... Moi, ça parle juste d'expression, ça ne dit pas spécialement qu'est-ce que tu peux faire. Parfait. Donc, on continue. Avant-dernier élément qu'on va regarder aujourd'hui, on va être capable de trier des éléments. Donc, on peut utiliser le order by qui va me permettre de trier des éléments à l'intérieur de ma liste de résultats. Donc, ici, si je m'en vais, bien mettons, je refais mes paiements. Puis là, j'aimerais ça savoir, hein, j'aimerais ça les avoir en ordre croissant de montant. Fait que ce que je peux faire, c'est, je peux avoir le order by. Puis, ce que je peux faire, c'est mettre le nom de la colonne que je veux trier. Fait que je veux que tu le order by les amount. Fait que là, je peux voir ici les amount. 99. Ok, il y a beaucoup de 99. Beaucoup de 99. Il y a très beaucoup de 99. Il y a très 1,99. 2,99. On voit que ça l'augmente avec plus on descend. On remonte. Donc, on a pu trier par rapport à une colonne. On peut aussi trier dans l'autre sens. Hein, donc là, on est en croissance. Je peux y aller en mode décroissant en utilisant un terme facultatif qui est le descending. Donc, descending, hein, c'est en mode décroissant. Donc, quand je fais ça, ça va partir du plus haut. Puis là, ça va descendre au fur et à mesure que j'avance dans mes résultats. Quand j'ai un premier tri, ça se peut que je veuille trier sur une deuxième colonne par la suite. Comme là, on a le amount, mais là, mettons, j'aimerais ça les trier aussi par rental ID. Donc, je peux utiliser plusieurs colonnes. Ça va commencer en les triant avec celle-là. Puis, après ça, quand c'est le même amount, ça va les trier par rental ID. Fait que là, je peux voir ici,
mes amounts sont descending, mais mes rental ID sont ascending, sont dus en croissant. Fait que du plus petit vers le plus gros. Puis quand je change de 11,99 à 10,99, ben là, ça recommence le tri pour ma deuxième colonne. All right. On est capable de trier les choses. Dernier élément de la journée, ça va être les fonctions d'agrégation. Donc, les fonctions d'agrégation, ce que ça va me permettre de faire, c'est à la place de prendre les résultats de chacune des lignes puis de me les afficher, ça va être capable de prendre toute une colonne de résultats puis d'être capable habituellement de faire un calcul ou une analyse de cette colonne-là en utilisant tous les résultats de la colonne. Donc, si on regarde de manière facile de faire les choses, je peux dire, en utilisant une fonction d'agrégation, donc c'est un peu comme en Python, on a le nom de la fonction, fait que une fonction de moyenne. Puis là, je peux dire, trouve-moi la moyenne des montants. Fait que là, quand j'exécute ça, et comme pas de trouble, la moyenne des montants, c'est 4,2. Parce qu'on voyait que c'est des dollars, c'est de 0 à 12. Là. Mais la moyenne, c'est pas nécessairement le milieu. Fait qu'on a ici une moyenne de 4,20 $. Fait qu'on a différentes fonctions d'agrégation, comme le min, le max, la somme. Donc, min. Donc, ça me permet d'avoir les valeurs minimum, les valeurs maximum, la somme de toutes les valeurs. Puis, on a aussi une dernière qui est le count. Donc, le count, lui, va me donner le nombre de lignes qui étaient calculées. OK? Fait que, habituellement, le nombre de lignes, ça ne dérange pas quelle colonne j'utilise. Fait que souvent, je veux juste avoir le étoile là-dedans, juste pour avoir à moins écrire. C'est souvent ce que tu vas voir. On s'en fout de la colonne parce que toutes les lignes ont toutes des colonnes. Toutes les mêmes colonnes. Il y a un élément intéressant qui vient par contre quand on est avec des fonctions d'agrégation. Donc en SQL, quand j'utilise une fonction d'agrégation, ça change un peu le mode d'utilisation de la base de données. Fait qu'on va avoir certaines contraintes. Ah oui? C'est le groupe by? Ben, ça, on va le voir la semaine prochaine. On n'est pas encore rendu là. OK. Mais effectivement, on va voir la semaine prochaine le principe de jointure, puis d'être capable de regrouper des éléments pour être capable d'avoir des informations plus pertinentes. On est juste je suis capable d'aller chercher l'agrégation des éléments. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans ce mode d'agrégation-là, si j'essaye d'aller chercher d'autres colonnes, OK, donc ici dans mon paiement, j'avais d'autres colonnes, comme admettons le rental ID. Hein? Quand j'essaie de faire ça, il est plus content. Pourquoi? Parce que le principe, c'est que la moyenne, le minimum, le maximum, la somme, ça me donnait tout un résultat, cette affaire-là. Là. Hein? Mais là, le rental ID, j'ai pas dit de fonction spéciale, fait que lui, il y en a comme 14 000. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait là, avec le 14 000 puis le 1? Comment il fait afficher ces affaires-là ensemble? Lui, quand il affiche des choses, il faut absolument que ça soit comme dans une structure, dans une forme donnée, okay, d'une table avec un certain nombre de lignes, tous les mêmes nombres de colonnes. Fait qu'il est comme, là, en ce moment, ça marche pas, là. Parce que, là, justement, on parle de group by. Ou que ça soit utilisé avec une fonction d'agrégation. Donc, on est comme en mode agrégation. Quand on est dans ce mode-là, on est restreint dans qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser. Donc, on peut seulement utiliser des fonctions d'agrégation ou quelque chose d'autre qui est le group by qu'on va voir la semaine prochaine. Donc,
on est limité, mais on est capable d'aller chercher des informations qui est l'accumulation de toutes les lignes ou d'une des lignes spécifiques. Une fois qu'on a les fonctions d'agrégation, tu peux avoir différentes colonnes, par exemple. Hein? Fait que si je fais le min de rental ID, ça fonctionne parce que ça me donne juste un résultat. Hein? Ça me donne c'est une fonction d'agrégation pareille que j'utilise à l'intérieur. Super. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Durant l'atelier de cette semaine, vous allez avoir à faire 2 choses. La première, puis en fait, ça va être en 3 étapes, là. Ça va être d'avoir votre propre environnement. Okay? Parce que là, on est dans un environnement là, que s'il y a du monde qui commence à focailler des choses, ça peut donner du mal à pas mal de monde. Fait que on va avoir différentes options. Vous allez pouvoir continuer à utiliser ce site-là, mais je vais vous demander d'avoir un compte individuel. Donc, les différents démonstrateurs vont pouvoir vous créer un compte individuel avec votre nom et votre mot de passe de votre choix. Vous allez pouvoir aussi, comme deuxième option, installer la base de données de manière locale qui s'installe avec pgadmin sur votre ordinateur local. Fait que ça vous permet d'avoir votre propre stuff en tout temps. Puis vous avez aussi l'option de créer une base de données dans l'info nuagique, okay, auquel vous auriez accès avec quand même le compte de pgadmin que vous pourrez faire sur mon site. Si vous faites des installations de votre propre crue, il va falloir aussi être capable d'importer la base de données pour que vous puissiez l'utiliser puis voir la consulter de votre bord. Donc, il y a des étapes qui sont capables de faire ça. C'est des choses qui vont vous être expliquées, démontrées durant le laboratoire de cette semaine. Il n'y a pas de prédilection ou d'éléments. Vous pouvez juste garder le principe de mon infrastructure. Okay? C'est certain que comme si moi, ça tombe un samedi soir et que je ne regarde pas mes courriels, là, c'est comme ça adonne que c'est ça. Là. Donc, vous êtes à ma merci. Fait que c'est pour ça que je vous offre aussi les options de l'avoir sur vos ordinateurs personnels. Mais il n'y a pas d'une meilleure option qu'un autre. Les différentes options vont vous être présentées puis vous allez pouvoir choisir durant le laboratoire. Une fois que vous allez avoir établi cette connexion-là puis que vous allez être capable de faire les requêtes, ou en fait, si vous pouvez faire les requêtes directement ici aussi, là, avec qu'est-ce qu'on a déjà, vous allez pouvoir aller trouver différentes requêtes sur la base de données qu'on a utilisée cette semaine. J'ai une question de Iskin. Est-ce que pour le compte, il faut absolument parler avec une des personnes durant le temps de l'atelier? Ou est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Non. Okay. Donc, c'est une infrastructure qui nous est propre. Là. On n'a pas de site pour se créer un compte encore. Il faut que ça soit fait manuellement, malheureusement. OK, merci. J'ai une question d'Antoine. Oui, bon. Et ma première question, c'est concernant si on utilise votre environnement. Et puis, est-ce que le serveur va être toujours activé? Ben, il va certainement être activé le plus possible durant toute la session. OK? Donc, c'est mon serveur personnel qui a mes données personnelles dessus. Là. C'est important pour moi qu'il soit fonctionnel, mais c'est pas une garantie à 100%. Là. Si je m'en vais à l'hôpital et qu'il tombe down, il ne sera pas là. C'est comme là, tantôt, okay. Il y avait eu une panne cet après-midi, puis je n'avais pas reparti la base de données. Ça n'avait pas été disponible durant cet après-midi. Tu sais. OK. Deuxième question. Étant donné que le schéma de la base de données, c'est sur votre serveur présentement, si nous, on a créé notre propre environnement sur notre ordinateur, et c'est comment on va pouvoir importer ça de votre serveur à notre ordinateur? Excellente question. C'est pour ça qu'il y a une troisième étape à l'intérieur de l'atelier de cette semaine qui va vous montrer comment faire ça. Ah, OK. J'ai une autre question de... Est-ce que ça répond à tes questions? Eh oui, c'est bon. Parfait. J'ai une autre question de Jean-Marc. Ah oui, c'est ça. Salut. Dans le fond, je peux pas juste aller dans pgadmin puis me créer un compte avec un mot de passe et that's it, c'est ça? Exactement. Parce que ça ne marchera pas. OK, c'est bon, merci. C'est pas enablé. Ça c'est pgadmin, c'est pas
C'est un logiciel que moi, je suis en train de desservir de ma propre infrastructure, de mes propres serveurs. Donc, il n'y a pas de... C'est pas un site, une compagnie de quelconque. Ouais, je comprends. C'est mais moi est-ce qui ai installé ça. Fait qu'il n'y a juste pas l'option. OK. OK, c'est bon, merci. J'ai une autre question de Tracy. Oui, bonsoir. Je voulais juste être sûre, peut-être que je me mélange avec un autre cours, là, parce que, en fait, les TP sont en remettre, mais c'est pas en équipe, c'est fait individuellement. Les travaux pratiques vont être en équipe, mais on n'en a pas encore à mettre. On n'a même pas encore jasé de ça. Ça va être encore dans 2 semaines. OK, parfait. Merci d'avoir clarifié. Pas de problème. Parfait. Fait que ça serait tout pour... Oui. Excusez, j'ai encore une autre question. Oh, vas-y, pardon. Je pensais que t'avais pas... Ouais, mais j'ai vu qu'il y a environ 15 tables pour cette BD. Donc, est-ce que vous avez une idée sur la quantité d'espace ça peut être occupé? Donc, si on compte on parle de... utiliser notre propre environnement? On parle de... l'installation de la base de données va prendre sûrement quelques centaines de mégaoctets. La base de données elle-même, les données de la base de données, là, c'est genre 3 mégaoctets. Là. C'est risible. Il n'y a rien là-dedans. Là. Ah, OK. C'est bon. Parce que du texte, c'est très, très, très léger comme données. J'avais une autre question de Ray. Bon. Non? Bon, je le vois. Vous m'entendez? Oui. Ouais, dans le fond, je voulais juste savoir, j'ai pas compris quand on veut se loguer pour faire le labo. Est-ce qu'on se log sur le PG admin puis on fait Pour l'instant, vous labo? pouvez vous loguer comme on a fait aujourd'hui. Le Ouais, principe, ça, c'est que... ça peut tout fucker, fait que je vais pas rien bousiller là, dans les... Exactement. Là. C'est pour ça que durant le laboratoire, on va aussi vous créer des comptes individuels où c'est que là, ça va être votre propre semi-environnement. OK? Puis que si vous bousillez quelque chose, ben ça bousille juste pour vous. OK, fait qu'on va le faire avec les assistants de laboratoire. Exact. OK, fait qu'on doit se présenter, on doit se pointer au labo, pas le choix. Si vous voulez avoir votre compte, ouais. OK, c'est bon, merci. J'ai une autre question de Charles. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Ma question étant, le laboratoire du vendredi est en présentiel et celui du samedi en ligne. Est-ce que si on va seulement exceptionnellement à celui en ligne, on va pouvoir créer notre compte tout à fait aussi? Oh oui, les deux sont... OK, super. Il ne faut pas nécessairement juste être en présentiel. Il n'y a pas de limitation, là. Non, c'est ça. Super. Merci. Excellent. Super. On vous remercie. Ah. On vous remercie. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi aussi, je vous remercie. Puis une dernière question du chat. On dit le cours du vendredi n'est pas en ligne aussi. Oui, effectivement, le cours du vendredi est aussi en comodal sur Zoom. Donc, que vous connectez sur Zoom le vendredi ou le samedi. Les deux sont possibles et disponibles. Donc, ça va être tout pour ce soir. La semaine prochaine, on s'en va faire, on retourne dans la programmation, mais en même temps avec une fin de base de données avec le group by qui va nous permettre de rapatrier des informations. Puis tout de suite après l'avoir vu en SQL, on va aller voir comment le faire à l'intérieur de nos programmes, puis en utilisant des librairies de programmation scientifique en Python avec Pandas. Et que nous, on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine, mais pas étant la fin de semaine. Merci, merci, bonne soirée. Merci, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir.